Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Le Château Blanc, un jeu qui a été édité en 2023 par Tevir Games et qui a été relocalisé en français par Yellow. Le jeu est distribué au Québec par Ilo Games, on va d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Shea et Isra, qui sont les mêmes auteurs que La Cathédrale Rouge. Celui-ci se joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo, et les parties durent entre 40 à 60 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire pour être le clan le plus prestigieux dans le Japon. C'est un jeu euro de gestion de ressources dans lequel on va utiliser des dés, donc on va aller recruter des dés et ensuite les placer sur le plateau comme des ouvriers. Donc c'est du placement d'ouvriers à l'aide de dés. C'est un jeu avec des petits éléments d'engine building. On va développer notre plateau personnel avec des cartes d'action et on va déverrouiller des pistes de bonus en plaçant différents meeples sur le plateau principal en faisant des actions. Donc on va aller positionner nos guerriers, nos courtisans et nos jardiniers sur les emplacements du plateau pour marquer des points et récolter différents bonus et faire des combos d'actions. Alors le Château Blanc, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et on va aller positionner sur celui-ci le marqueur de manche sur la case numéro 1 de la piste des manches. On va mélanger les tuiles D et on va ensuite prendre une tuile de chaque couleur qu'on va aller placer de façon aléatoire sur les 3 emplacements du plateau qui ont le symbole vert pour avoir un emplacement à chacune des 3 couleurs de D. On va ensuite remélanger le restant des tuiles D et on va les placer de façon aléatoire en suivant les emplacements numériques sur le plateau principal en respectant les règles de placement initial, c'est-à-dire que chaque emplacement d'action, donc chaque zone d'action, doit avoir un minimum de 2 couleurs différentes. Donc si jamais on obtient 2 fois la même couleur, à ce moment-là, on va placer le jeton sur l'emplacement suivant de façon à avoir au moins 2 couleurs différentes dans chacune des zones d'action. Les 2 derniers jetons restants seront retournés de l'autre côté pour être placés sur les emplacements 11 et 12 dans la zone du puits. On va ensuite mélanger les cartes intendants et on va retourner les 3 premières cartes qu'on va aller placer sur les 3 emplacements d'action du premier étage du château et on va placer la pioche de cartes intendant sur son endroit respectif. On va faire la même chose avec les cartes de diplomate, on va les mélanger, on va aller placer les 2 premières cartes sur les 2 emplacements d'action du deuxième étage du château et on va placer la pioche de cartes diplomate à son endroit respectif. Finalement, pour le 3e étage du château, on va mélanger les cartes daimyo et on va en retourner une qu'on va placer face visible sur le 3e étage du château et les autres cartes daimyo seront retournées dans la boîte de jeu. On va mélanger les jetons terrain d'entraînement et on va aller en placer 3 sur les 3 terrains d'emplacement du plateau principal. 2 jetons seront sur leur face jaune et 1 jeton sur sa face verte. Les jetons sont recto-verso, donc on peut prendre n'importe quel jeton au hasard et le retourner de l'autre côté pour le placer sur l'emplacement qui est demandé et les autres jetons d'entraînement seront retournés dans la boîte de jeu. On va mélanger les 2 types de cartes jardin et on va en placer 3 de façon aléatoire sur le plateau dans les emplacements respectifs. Donc on va avoir 3 cartes de chacun des 2 types jardin pour la partie et les cartes restantes seront remises dans la boîte de jeu. On va aller placer les 3 ponts sur l'emplacement de la même couleur dans la zone jardin du plateau principal. On va former une réserve de dés pour la partie. On va prendre un dé de chaque couleur par joueur plus 1. Donc dans notre exemple à 3 joueurs, on va avoir 4 dés noirs, 4 dés blancs et 4 dés oranges. On va ensuite lancer les dés et on va aller les placer sur les ponts respectifs qui ont la même couleur que les dés.
Les dés doivent être placés de façon à être en ordre croissant, donc les dés de plus petite valeur vont être placés à gauche du pont. On va toujours avoir un dé qui va être placé à l'extrémité du pont, l'autre dé va être au centre, et ensuite le 4 va être au centre, et finalement le 5, donc le plus grand dé, va être sur la deuxième extrémité. On va faire la même chose avec les autres couleurs de dés, donc ici 3, 5, 6 et un 6 à l'extrémité. Et pour le pont orange, on aura un 1, un 2, et des 4 pour les deux derniers emplacements. À côté du plateau principal, on va former une réserve avec les jetons de pièces et une réserve avec les jetons d'amiaux. Les joueurs vont se prendre un plateau domaine ainsi que les pièces de leur couleur. Ils vont recevoir un marqueur éventail pour la piste de score, un marqueur d'influence, un marqueur héron. Ils vont recevoir leurs 5 meeples de chaque type, les courtisans, les jardiniers et les guerriers. Ils vont aller les placer sur les pistes respectives de leur plateau domaine. Donc dans la première rangée, on va aller placer les 5 courtisans, dans la deuxième rangée, les 5 jardiniers et dans la troisième rangée, les 5 guerriers. Les joueurs vont aussi recevoir 3 cubes ressources pour les pistes de ressources. Ils vont placer les marqueurs respectifs pour le riz, le fer ainsi que les perles sur les cases 0 de leurs pistes respectives. On va prendre les marqueurs d'influence de tous les joueurs et on va les placer de façon aléatoire sur la première case de la piste influence, les uns par-dessus les autres. C'est aussi ce qui va déterminer l'initiative pour la première manche. Donc le joueur qui est sur le dessus sera premier joueur et on va ensuite descendre en suivant les marqueurs d'influence. Pour se rappeler l'ordre de tour, on va placer les marqueurs hérons des joueurs en ordre d'initiative sur la piste héron. Donc le joueur qui va jouer en premier sur la première case la plus haute et on va descendre ensuite l'ordre d'initiative. On va placer les marqueurs éventail des joueurs sur la case 0 de la piste de score du plateau principal, c'est-à-dire qu'on va les placer à côté du plateau. Ensuite, selon le nombre de joueurs, on va révéler un certain nombre de cartes ressources de départ et de cartes actions de départ pour former des paires de cartes. On va révéler une carte de plus que le nombre de joueurs, donc dans notre exemple à 3 joueurs, on va révéler 4 cartes de chacun de ces deux types. Ensuite, en ordre inverse de tour de jeu, les joueurs vont choisir une paire de cartes pour indiquer les ressources qu'ils auront au début de la partie. Donc, le joueur qui est dernier dans l'ordre d'initiative va se choisir une paire de cartes. Le prochain joueur va choisir une paire de cartes. Et finalement, notre joueur rouge qui est premier joueur aura le dernier choix parmi les 2 paires restantes. Je vais choisir ces 2 cartes. Donc, les autres cartes seront retournées tout simplement dans la boîte de jeu. Le joueur va prendre sa carte action de départ et il va aller la placer sur l'emplacement de son plateau domaine. Par la suite, sa carte ressources de départ va lui donner les ressources qu'il aura au début de la partie. Donc, ce joueur va commencer avec 4 pièces qu'il va prendre la réserve principale. Il va commencer avec une ressource de fer. Il va donc avancer d'1 sur cette piste ressources. 2 ressources de perles. Il va donc avancer de 2 sur cette piste ressources. Et il va commencer avec la carte blanche qui est le symbole du daimyo. Il va placer cette carte dans sa zone lanterne, dans le bas de son plateau domaine. Et lorsqu'il a terminé de prendre tous les bonus de sa carte ressources de départ, il va la retourner de l'autre côté et va aussi la placer dans sa zone lanterne. Une partie du Château Blanc se joue en 3 manches. À chaque manche, les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont aller sélectionner un des dés sur les ponts pour ensuite le placer sur un emplacement d'action dés, soit du château, donc du plateau principal, ou bien de leur plateau personnel, pour pouvoir faire différentes actions qui vont leur donner accès à des ressources, ou bien aux actions principales qui nous permettront d'aller placer les différents meeples qui sont sur notre plateau personnel. Nous pourrons placer des courtisans qui vont aller dans le château et qui vont nous permettre d'aller récolter des cartes actions qu'on pourra amener sur notre plateau personnel et ainsi bonifier notre zone lanterne. On pourra aller placer des jardiniers sur les cartes jardin pour déclencher des effets instantanés et ce sont aussi des revenus qu'on pourra déclencher peut-être à la fin de la manche. Finalement, on pourra placer nos jetons de guerrier dans les différents camps d'entraînement pour marquer des points en fin de partie et déclencher les bonus de chaque terrain d'entraînement. À la fin des 3 manches de jeu, le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur devra sélectionner un des dés aux extrémités d'un des ponts, donc soit le résultat le plus petit sur un pont ou bien le résultat le plus grand sur un pont. Et le joueur va ensuite utiliser ce dé pour le placer sur un emplacement dé d'action du plateau principal ou de son plateau personnel pour ensuite gagner les différents bénéfices de cette action. Si le joueur sélectionne un dé de petite valeur, donc à l'extrémité gauche d'un des ponts, il aura aussi le bonus d'activer tous les effets de sa lanterne dans le bas de son plateau principal. Ici, pour ce joueur, il gagnerait un jeton d'amiaux ainsi qu'une ressource de fer.
Donc le joueur rouge pourrait décider de sélectionner le dé noir de valeur 3 pour son tour de jeu. Lorsqu'on prend un des dés, on va faire glisser les dés qui sont au centre du pont pour placer un dé à l'extrémité. Donc à ce moment-là, le 5 tombera le résultat le plus petit sur le pont noir et un joueur pourra le sélectionner à son tour de jeu. Une fois son dé sélectionné, le joueur devra le placer sur un emplacement dé du plateau principal ou de son plateau personnel. Il peut choisir des emplacements qui sont au deuxième étage du château, un des 3 emplacements du premier étage, il peut aller à l'emplacement du puits ou il peut aller sur un des 2 emplacements dans la prairie. Il peut aussi aller sur son plateau personnel sur un de ces 3 emplacements. Dans une partie à 3 et 4 joueurs, on peut même aller sur un emplacement qui a déjà un dé, donc les joueurs ont la permission de s'empiler pour un maximum de 2 dés, un par-dessus l'autre, sur un emplacement d'action du plateau principal. Les joueurs ne peuvent pas empiler les dés sur les emplacements de leur plateau personnel. Lorsqu'on place un dé sur un emplacement d'action, on gagnera des pièces si la valeur de notre dé est supérieure à la valeur de l'emplacement d'action, ou on devra payer des pièces si la valeur de notre dé est inférieure à la valeur qui est indiquée sur l'emplacement D. C'est le même principe quand on empile les dés les uns par-dessus les autres. À ce moment-là, on prend la valeur du premier dé lorsqu'on vient se placer par-dessus celui-ci. Donc, si par exemple, mon joueur s'en va sur l'emplacement du puits, comme j'ai une valeur qui est supérieure à ce qui est imprimé sur l'emplacement, je vais gagner des pièces égales à la différence entre le dé et la valeur de l'emplacement. Dans ce cas-ci, je gagnerai 2 pièces. Si je me place sur un emplacement qui a la même valeur que mon dé, à ce moment-là, je ne paie pas de pièces, mais je ne gagne pas de pièces. Et si jamais je veux me placer sur un emplacement qui a une valeur supérieure à mon dé, je vais devoir payer la différence en pièces. Donc, dans ce cas-ci, pour placer mon dé à cet emplacement, je devrais payer une pièce de ma réserve personnelle. Je vais décider de placer mon dé sur la case action qui est ici. Comme elle est de la même valeur que mon dé, à ce moment-là, je n'ai pas à payer de pièces, mais je ne vais pas en gagner non plus. Avant d'exécuter l'action de ce lieu, si le joueur avait sélectionné un dé à gauche d'un des ponts, donc le dé de la plus petite valeur, il va aller activer les effets de sa lanterne et donc va gagner tous les bénéfices des icônes qui sont présents dans la zone de lanterne de son plateau personnel. Dans ce cas-ci, le joueur va gagner un jeton de Daimyo avec ce symbole. Lorsqu'on gagne des jetons Daimyo, on va les placer sur les emplacements dans le haut de notre plateau personnel, donc on peut avoir un maximum de 5 jetons Daimyo. Les jetons Daimyo peuvent être utilisés pour payer les coûts de certaines actions, mais peuvent aussi être utilisés comme des jokers. On peut dépenser 2 jetons Daimyo pour remplacer n'importe quelle des 3 ressources, ou on peut payer 1 jeton Daimyo pour remplacer une pièce. Et finalement, avec sa lanterne, il a aussi un symbole de fer. Il va donc avancer de 1 sur la piste de fer. Les 3 ressources, donc soit le riz, le fer et les perles, sont limitées à un maximum de 7. Donc si on est déjà au maximum de la piste et qu'on gagne des ressources supplémentaires, à ce moment-là, ces ressources sont perdues. Et une fois ma lanterne activée, je vais aller activer les emplacements d'action qui correspondent à la couleur du dé que je viens de placer. Dans ce cas-ci, j'ai mis un dé noir. Je peux donc activer l'effet du milieu de la carte action ainsi que l'effet dans le bas de la carte action. Je vais donc activer ces 2 effets dans l'ordre de mon choix. Je vais donc commencer par activer l'action du bas. Je vais donc avancer de 1 sur la piste d'influence. Lorsqu'on avance sur la piste d'influence, on va avancer notre marqueur sur la case suivante. Si jamais il y a déjà un autre joueur sur cette case, à ce moment-là, on va se placer par-dessus celui-ci. À force d'avancer sur la piste d'influence, on va finir par traverser une zone avec un arbre, donc changer de saison. Lorsqu'on va devoir faire le bond pour changer de saison, on doit payer la ressource qui est demandée. Donc ici, c'est un jeton Daimyo. Et lorsque je vais avoir un autre déplacement et que je paye mon jeton Daimyo, je vais sauter à la prochaine saison pour commencer la prochaine section de la piste influence. Plus on avance sur la piste influence et plus on va avoir un bonus de points de victoire qui sera grand à la fin de la partie. C'est aussi la piste qui va déterminer l'ordre d'initiative au début de chacune des manches. Et ensuite, je pourrais exécuter l'action du centre de la carte action. Elle va me demander de payer un coût. Donc, lorsque le chiffre est en rouge, on doit le payer. Ici, je dois payer un jeton Daimyo de mon plateau pour aller faire l'action principale du jardinier qui va me permettre d'aller placer un jeton de jardinier sur une des cartes jardin. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire cette action puisque je n'ai pas de ressources de riz.
Les autres actions principales vont généralement nous donner des ressources ou nous demander de payer des ressources pour faire une des 3 actions principales qui sont reliées à nos 3 types de meeples sur notre plateau personnel. Par exemple, ici, on récolterait 2 ressources de riz si on jouait un dé rouge, en plus d'avancer de 1 sur la piste d'influence. On a ensuite une action ici qui nous donne une ressource de fer et une ressource de riz si j'avais joué un dé blanc. Si j'avais joué un dé noir, je gagnerais une ressource, un jeton d'Amio, ainsi qu'une ressource de mon choix parmi les 3 ressources de notre plateau personnel. Pour les actions du 2e étage, si je place un dé blanc ici, je vais pouvoir avancer de 1 sur la piste d'influence et gagner tous les bonus qui sont associés à ma lanterne de mon plateau personnel. L'action qui est ici me donne 2 points de victoire immédiats et je vais pouvoir activer l'action du puits. L'action du puits me donne un jeton d'Amio ainsi qu'une ressource de perle et une ressource de fer. Et on a aussi une action ici au centre où je peux gagner une pièce et activer l'effet du puits qui va encore me donner un effet d'Amio, un jeton d'Amio, ainsi que ces 2 ressources. L'emplacement du puits est une case un peu différente des autres cases du plateau principal. Comme on peut remarquer, il y a le symbole d'infini, c'est-à-dire qu'on peut placer n'importe quel nombre de dés sur cet emplacement d'action dans une manche. De plus, les dés ne s'empilent pas sur cette action, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va placer un dé, on considère qu'on place notre dé par-dessus la valeur de 1 pour pouvoir gagner des pièces. Donc un joueur qui place un 2 orange ici gagnerait une pièce, mais un joueur qui vient placer un 5 par la suite va gagner 4 pièces puisqu'il se compare toujours avec la valeur imprimée sur le plateau. Regardons maintenant les 3 actions principales qui sont reliées aux 3 types de meeples sur notre plateau personnel. On va avoir l'action du jardinier avec le symbole du pont qui est relié au jardinier. On va avoir l'action du palais qui est l'action courtisan qui est associée au courtisan. Et on va avoir l'action militaire qui est associée au camp d'entraînement ainsi qu'à nos meeples de guerriers. Il y a plusieurs façons d'activer ces actions. On peut les activer à partir de la zone dans le bas du plateau principal. Lorsqu'on place un dé à cet endroit, on va choisir une des 2 actions adjacentes pour la faire. On peut aussi l'activer sur les cartes d'action du premier étage. Ce sont ici les actions qui sont au centre, qui vont avoir un coût ici d'un jeton d'Amio pour pouvoir les activer. Et on peut aussi les activer sur le 2e étage. Donc ici, je peux activer l'action militaire et ici, l'action du pont pour placer un jardinier. Les joueurs pourraient aussi faire ces actions en activant la carte action de leur plateau principal. On peut le faire en plaçant un dé sur un des 3 emplacements. Lorsqu'on place un dé sur un emplacement de notre plateau, donc par exemple, je pourrais placer un 4 à cet emplacement, je vais devoir payer 2 pièces puisqu'il y a une différence de 2 avec la valeur imprimée du plateau. À ce moment-là, je vais gagner tous les bénéfices qui sont face visible sur cette rangée. Donc, à chaque fois que je vais placer des meeples sur le plateau principal, on va augmenter la force de nos actions. Donc, ici, je gagnerai 3 ressources de riz si jamais mes 2 premiers meeples de courtisans sont déjà placés sur le plateau. Et en plus d'activer tous les effets visibles de la rangée, on va aller activer l'effet correspondant sur la carte action. Dans le cas de la carte action de départ, c'est le même effet pour chacune des 3 colonnes, mais cette carte va changer en cours de partie. On pourrait donc avoir accès à des actions différentes. Et dans ce cas-ci, c'est l'action de palais qui me permettrait d'aller placer des courtisans. Pour l'action militaire, on aura un coût en ressources de fer selon l'emplacement où on veut placer un guerrier. Donc, on va payer la valeur demandée par le camp d'entraînement et on va gagner les bénéfices de ce camp-là qui sont indiqués sur le jeton correspondant, en plus de placer le meeple dans cette zone, ce qui va nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Disons que mon joueur avait 3 ressources de fer, donc il va dépenser ces 3 ressources de fer pour pouvoir aller prendre le premier meeple à gauche de sa rangée de guerriers et il va aller le placer sur le camp d'entraînement ici qui coûte 3 fer. Il va donc placer son meeple et va ensuite gagner le bénéfice de ce camp d'entraînement ici qui est une action de dés blancs, donc il peut activer n'importe quel emplacement d'action du plateau principal seulement où il y a un jeton de dés blancs. Je pourrais par exemple activer l'emplacement qui va me donner une ressource de riz et une ressource de fer avec cette action bonus. Pour les autres camps d'entraînement, celui-ci coûte seulement 1 fer, donc je pourrais, à mon prochain tour de jeu que je vais pouvoir activer l'action militaire, je pourrais dépenser 1 fer, aller placer un autre guerrier dans le champ d'entraînement, le camp d'entraînement qui est ici, et ça va me donner l'effet du camp qui est de gagner immédiatement 2 points de victoire. Je vais donc avancer de 2 sur la piste de score. Il n'y a pas de limite de meeples de guerriers qu'on peut placer dans les camps d'entraînement. Donc, tous les joueurs peuvent placer des meeples dans les 3 camps et les joueurs peuvent placer plusieurs meeples dans chacun des camps.
Et pour l'effet du troisième camp, qui lui coûte 5 ressources de fer, je vais ici avancer de 2 sur la piste d'influence. Tous les meeples de guerriers que je vais placer dans les camps d'entraînement vont me donner des points de victoire à la fin de la partie, égal au nombre de courtisans que je vais avoir placés dans le palais. Donc, les deux camps qui sont là vont me donner 1 point de victoire par courtisan, alors que le camp qui coûte plus cher, lui, va me donner 2 points de victoire par courtisan que je vais placer dans le palais à la fin de la partie. Pour l'action principale du pont, donc qui est associée au jardinier, on va aller placer un jardinier sur une des 6 cartes jardin du plateau principal en payant le coût demandé qui est en ressources de riz. Par exemple, je pourrais payer une ressource de riz. Je vais aller prendre mon premier meeple de jardinier à gauche et je vais le placer sur l'emplacement qui est ici, qui avait un coût de 1 riz. Et je vais gagner immédiatement le bénéfice de cette carte jardin. Ici, c'est de gagner 2 ressources de mon choix. Je vais décider de prendre 2 ressources de riz. À mon prochain tour de jeu, si je réussis à activer de nouveau l'action du jardinier, je pourrais payer 2 ressources de riz pour pouvoir placer mon prochain jardinier sur la case qui est ici. Et je vais gagner son effet qui est de gagner 2 jetons d'Amio. Chaque joueur est limité à placer un seul jardinier sur chacune des cartes. Donc, on ne peut pas avoir 2 meeples de la même couleur sur une même carte jardin. Mais tous les joueurs peuvent placer un jardinier sur chacune des cartes. Les cartes de gauche ont des coûts qui sont moindres, mais vont simplement me donner différentes ressources et vont valoir moins de points à la fin de la partie si on a des jardiniers sur ces cartes jardin. Alors que les cartes à droite ont des coûts plus élevés en riz pour y placer des jardiniers, mais vont me rapporter beaucoup plus de points de victoire en fin de partie et vont me donner accès à des actions qui vont me coûter des pièces pour pouvoir activer les actions principales, soit le palais, le pont ou l'action militaire. De plus, à la fin de la première et de la deuxième manche, il se peut qu'on active les effets de nos cartes jardin où on a des jardiniers s'il reste au moins un dé sur le pont correspondant. Et finalement, pour l'action du palais, c'est une action qui va nous permettre de faire 2 actions différentes, mais seulement si on peut les faire sur 2 meeples de courtisans différents. Les 2 actions sont indiquées dans le bas du plateau principal. La première est de payer 2 pièces pour pouvoir prendre un courtisan de notre plateau personnel, donc le premier à gauche, et de venir le placer à la porte du palais. La deuxième action qu'on peut faire est de payer des perles pour faire progresser de 1 étage ou de 2 étages un de nos meeples dans le palais pour pouvoir aller gagner différents bénéfices. Comme la première fois qu'on fait cette action, on n'a aucun meeple de placer, on est obligé de seulement faire la première partie de l'action, c'est-à-dire de placer un meeple à la porte. On ne peut pas faire progresser le même meeple qu'on vient de placer dans la même action. La prochaine fois que je vais refaire l'action du palais, à ce moment-là, je vais pouvoir activer les 2 effets. Je vais commencer par le premier effet. Je vais payer 2 autres pièces pour pouvoir placer un autre meeple de courtisan à la porte. Et ensuite, je vais pouvoir payer des perles pour faire progresser le meeple qui était déjà à la porte. J'ai le choix de payer 2 perles pour le faire progresser d'1 étage dans le palais, ou bien je peux payer 5 perles pour le faire progresser de 2 étages dans le palais. Si je fais la progression de 2 étages, je ne peux pas séparer cette progression en 2 meeples. On doit faire monter le même meeple de 2 étages. Dans mon cas, je vais payer 2 perles pour pouvoir faire progresser le meeple qui est ici, et je peux le placer sur n'importe quel emplacement qui est sur le premier étage du palais. Lorsqu'on fait progresser un courtisan sur le premier ou le deuxième étage, il va se passer la même chose. Premièrement, on va prendre la carte action qui est sur notre plateau personnel et on va la retourner de l'autre côté et on va l'ajouter à notre zone lanterne dans le bas de notre plateau personnel. On va ensuite gagner la carte d'action qui se trouve à l'emplacement où notre courtisan s'arrête dans le palais. Donc si je vais gagner cette carte action, je vais la placer sur mon plateau personnel et je peux immédiatement activer un des emplacements qui est sur fond blanc. Donc je pourrais ici gagner soit une pièce et l'effet du puits ou je pourrais avancer de 1 sur la piste d'influence. Et par la suite, on va aller piocher une nouvelle carte de la pioche pour remplacer l'emplacement du palais qui n'avait plus d'action. La prochaine fois que je vais faire progresser un courtisan, je pourrais décider de l'arrêter au 2e étage et de récupérer la carte action et faire la même chose qu'au 1er étage. Ou je pourrais réussir à faire progresser de 2 étages et me rendre directement sur le 3e étage du palais. Lorsqu'on atteint le 3e étage, on va se choisir un des emplacements qui est sur la carte bonus et on va gagner immédiatement ce bonus. Donc ici, je vais avancer de 2 plutôt sur la piste influence. De plus, on va activer la lanterne, donc on va gagner tous les effets des symboles de notre lanterne dans le bas de notre plateau personnel. Même si les 3 emplacements bonus de la carte sont déjà pris, on peut quand même amener d'autres meeples de courtisans au
troisième étage, tel qu'indiqué par le symbole d'infini qui est dans cette zone. Chacun des meeples dans cette zone va rapporter 10 points de victoire à son propriétaire à la fin de la partie, alors que le deuxième étage, lui, rapporte 6 points de victoire et 3 points pour des meeples au premier étage. Et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps que tous les joueurs aient recruté et joué 3 dés sur le plateau principal ou sur leur plateau personnel. Il restera donc toujours un nombre de dés égal au nombre de joueurs sur les différents ponts à la fin de la manche. Lorsque la manche se termine, on va commencer par refaire l'ordre d'initiative selon la position des joueurs sur la piste influence. Donc ici, c'est le joueur vert qui est en avance, c'est donc lui qui va tomber premier joueur. Et ensuite, le joueur jaune est par-dessus le joueur rouge, il sera donc deuxième, et le joueur rouge sera maintenant troisième joueur. À la fin de la première et de la deuxième manche, les joueurs qui ont placé des jardiniers sur les cartes jardin pourront activer les effets de ces cartes s'il reste au moins un dé sur le pont correspondant. Donc le joueur rouge ici ne pourra pas activer sa carte puisqu'il n'y a aucun dé sur le pont blanc. Le joueur vert peut activer sa carte puisqu'il y a un dé noir sur le pont noir, il va donc gagner 3 pièces. Et le joueur rouge peut activer cette carte qui va lui permettre de gagner 2 ressources de son choix puisqu'il reste au moins un dé sur le pont rouge. Les joueurs qui ont plusieurs jardiniers à activer peuvent les activer dans l'ordre de leur choix. On va ensuite reprendre tous les dés qui sont encore sur les ponts et on va ramasser tous les dés qui sont sur le plateau principal ainsi que sur les plateaux personnels des joueurs. Et on va relancer les dés pour les repositionner sur les différents ponts comme dans la mise en place du jeu. Donc on va replacer les dés en ordre croissant pour placer les dés les plus petits sur l'extrémité gauche des ponts. Ce seront donc les valeurs des dés auxquelles les joueurs auront accès pour la prochaine manche. Et finalement, on va avancer le marqueur de manche sur la manche suivante. Et on est donc prêt à jouer la deuxième manche et par la suite, on va aller jouer la troisième manche. À la fin de la troisième manche, on n'active pas les effets des jardiniers et ce même s'il reste des dés sur les ponts. On va plutôt passer directement au décompte final des points. Premièrement, on va additionner le nombre de pièces restantes plus le nombre de jetons d'amiaux et on va gagner 1 point pour chaque tranche de 5. Donc ici, j'ai 4 pièces plus 3 jetons d'amiaux, ce qui fait 7, ce qui me donnerait 1 point de victoire. On va ensuite regarder nos 3 pistes ressources. Donc, si une ressource est au maximum, on va gagner 2 points. Si une ressource est au moins à 3, ça va nous donner 1 point supplémentaire. Ensuite, on va gagner les points qui sont associés avec l'endroit où on se trouve sur la piste d'influence. Donc ici, le joueur rouge marquerait 3 points supplémentaires. Et finalement, on va cumuler les points pour tous nos meeples qui ont été placés sur le plateau principal. Pour les jardiniers, on va marquer les points qui sont inscrits sur les cartes jardin où on a placé des jardiniers. Donc celui-ci vaut 3 points et celui-ci vaut 1 point pour le joueur rouge. Ensuite, pour nos guerriers qui sont dans les camps d'entraînement, on va compter le multiplicateur qu'ils vont faire de points. Donc, chaque guerrier dans le camp qui vaut 5 fer valent 2 de multiplicateur et les autres valent 1. Ça me fait un total de donc 1, 2, 3, 4 guerriers. Je vais donc multiplier 4 par le nombre de courtisans qui se trouvent dans le palais. On ne compte pas ceux qui sont à la porte. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 courtisans dans le palais. Donc, 4 x 4, ce qui me fait 16 points pour mes guerriers. Et finalement, mes courtisans qui sont au premier étage valent 3 points, mes courtisans au deuxième étage 6 points et mes courtisans au troisième étage 10 points. Et tout ça ensemble va faire notre score final. Donc le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on dépasse la piste de score, on peut utiliser les jetons plus 40 ou plus 80 pour indiquer le nombre de fois qu'on a traversé la piste de score. Donc, le joueur qui aura le plus de scores sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est l'ordre de tour à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au Château Blanc. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu? Le Château Blanc, premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est vraiment une belle petite boîte, donc je trouve que c'est un beau petit format de boîte. Bien rempli, donc pas d'espace libre dans cette boîte-là. C'est vraiment une belle production au niveau du matériel. On a vraiment des gros meeples en bois qui sont différents pour les 3 types, les courtisans, les guerriers, les jardiniers. Donc c'est vraiment du beau matériel, les petits ponts en 3D. Donc c'est quand même une belle présence sur la table aussi. Le design graphique, je le trouve quand même très bien pour ce type de jeu-là. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment une belle production. C'est pas un jeu qui est très cher non plus en magasin. Fait que c'est un jeu à peu près 52-53$ plus taxes. Fait qu'on s'en tire en bas de 60$ pour un jeu qui a vraiment un bel ensemble dans cette petite boîte-là. Fait que chapeau pour toute la production de ce jeu-là.
Ensuite, pour le gameplay, c'est un jeu qui est dans le fond très rapide pour un jeu de gestion de ressources, puis un jeu très euro comme ça, d'essayer de faire des combos d'actions, d'optimiser dans le fond tes actions, parce qu'au final, tu vas recruter 9 dés dans ta partie, donc tu vas placer 9 dés. Oui, des fois, il y a des cascades d'actions, parce que je vais placer un dé à un endroit qui va me donner une action bonus, ou qui me permet d'activer mon plateau, puis là, mon plateau me donne des ressources, me permet de faire une autre action, puis là, il y a des fois des chaînages qui vont se faire comme ça, mais c'est évidemment des coups qui vont demander un peu plus de préparation, d'avoir justement les ressources qui sont demandées pour pouvoir faire ces deux actions-là, une à la suite de l'autre, ou pouvoir enchaîner une action gratuite avec un jardinier à la fin de la manche. Il faut que je le planifie, il faut que je le prépare pour être prêt à avoir cette action bonus. Comme on fait pas beaucoup d'actions, chaque action bonus qu'on réussit à aller chercher va évidemment ici nous donner un avantage du côté de l'optimisation. Fait que c'est un jeu ultra rapide pour un jeu de gestion de ressources. C'est un jeu honnêtement qui joue en 40-45 minutes. À 2 joueurs, ça pourrait jouer en 20-30 minutes quand on est habitué. Fait que c'est vraiment quelque chose de très compact dans le temps. Peu de tours de jeu. Fait qu'il faut vraiment essayer d'optimiser le plus ces 9 tours de jeu pour pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est un jeu qui a une mise en place variable aussi, fait que ça change quand même pas mal le plateau d'une partie à l'autre. On n'a pas la même distribution des tuiles de dés, donc à certains emplacements, des fois un dé blanc va être meilleur parce que justement il y a 2 jetons à cet endroit-là. Je peux activer 2 actions si je mets un dé blanc, fait que c'est quand même très bénéfique. Et évidemment, à chaque partie, ça sera pas la même distribution, fait que ça va changer les actions. En plus de ça, les actions, c'est des cartes, fait que ça sera pas nécessairement les mêmes cartes à chaque fois. Et les cartes vont aussi évoluer pendant la partie parce que les joueurs vont aller se chercher des cartes actions en plaçant des courtisans sur les étages 1 et 2 du palais. Fait qu'on va aussi avoir une rotation des actions. Fait que ça aussi, c'est le fun. C'est une évolution du plateau au fur et à mesure que la partie va avancer. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. En plus des combos qui sont le fun à faire, on a aussi le petit côté optimisation de notre plateau personnel. Donc, on pourrait essayer de libérer une ligne au complet pour justement faire beaucoup de ressources quand on va chercher l'action sur notre plateau principal, en plus d'activer la carte action qu'on a placée. Et plus je vais chercher de cartes action, plus je vais avoir une lanterne avec des symboles. Donc, à chaque fois, je vais gagner l'effet de la lanterne, soit en emmenant une courtisante au 3e étage, ou bien en activant un effet sur une carte action qui me donne accès à ma lanterne. Mais là, je vais activer tous les symboles de ma lanterne. Fait qu'il y a un petit côté un peu engine building qui se fait là à l'intérieur de notre plateau personnel. Le jeu a un mode solo avec un automa qui fonctionne avec un petit deck de cartes. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ce mode solo. Fait que si vous aimez ce type de jeu-là avec un automa, c'est quelque chose qui pourrait bien vous plaire. J'aime aussi que les règles du jeu soient très simples parce qu'il n'y a pas tant que ça d'actions, de types d'actions différentes. On a les actions qui vont nous donner des ressources, nous générer des ressources, nous permettre d'avancer sur la piste d'influence, activer l'effet du pluie, activer notre lanterne. Fait que ça, c'est toutes des actions qui servent à générer des choses. Puis on a les 3 actions souvent qui nous servent à dépenser les ressources, qui sont les actions pour aller positionner nos meeples sur le plateau. Fait que placer des jardiniers, placer des guerriers, placer des courtisans. Et notre partie se joue un peu dans la synergie de ces 3 types de meeples-là. Comment je vais réussir à optimiser mes tours de jeu pour pouvoir placer le plus de meeples possible, parce que c'est évidemment la majorité de nos points de partie qui vont être à l'intérieur de nos meeples. On a aussi la synergie avec les guerriers et les courtisans. Fait que plus je mets de guerriers, plus il faut que je mette de courtisans, parce que les guerriers deviennent comme des multiplicateurs, donc ils vont multiplier les points par le nombre de courtisans que j'ai réussi à mettre dans le palais. Mais en même temps, les jardiniers me donnent des points, mais me donnent aussi des actions de bonus qui peuvent se répéter après la première et la deuxième manche aussi. Fait que tu peux avoir beaucoup de comboing à faire avec les jardiniers. Fait que c'est vraiment d'essayer d'agencer, d'essayer de voir la synergie possible entre les 3 pour maximiser tout ça et en placer le plus sur le plateau principal. J'ai joué des parties à 2 joueurs et à 3 joueurs, et je vous avouerai qu'à 3 joueurs, j'ai de loin préféré l'expérience de jeu. Parce que je trouve qu'à 2 joueurs, le fait qu'on puisse pas empiler les dés et aussi qu'il y ait pas mal moins de dés disponibles au recrutement, ça diminue les opportunités de jeu qu'on peut faire. Alors qu'à 3 ou 4 joueurs, c'est le contraire, je trouve. Vu qu'on a l'empilade de dés possible, on va avoir des opportunités qui vont se créer en jouant ou en regardant les tours des autres joueurs. Donc, des fois, un joueur veut vraiment faire une action, mais il veut la faire avec un petit dé parce qu'il va activer sa lanterne. Fait que là, il va être prêt à payer des pièces pour pouvoir faire l'action avec un petit dé. Mais en plaçant un petit dé, il vient d'ouvrir une opportunité pour moi qui pourrait ensuite placer un dé par-dessus son petit dé parce que j'avais pas assez d'argent pour pouvoir y aller. Mais là, vu que lui, il a mis un dé plus petit que ce qui est sur le plateau, mais à ce moment-là, ça vient d'ouvrir un autre coup qui est
qui n'était pas possible tantôt pour moi, mais qu'un joueur vient de donner cette opportunité-là. Et même chose avec les ponts. Donc, quand on recrute un dé, on doit le prendre soit à l'extrémité gauche avec un petit résultat ou à l'extrémité droite avec un gros résultat. Mais des fois, on prend un dé avec un petit résultat parce que justement, on veut utiliser notre lanterne. Et à ce moment-là, un autre dé va glisser à cet endroit-là. Puis des fois, ça se peut que je prenne un 1 puis ça soit un 5 qui glisse. Puis qu'un autre joueur, après moi, puisse prendre le 5 et activer sa lanterne en jouant un dé qui a une grosse valeur. Fait que c'est quand même une opportunité que je lui offre aussi. Fait qu'il y a cette petite interaction-là, le fun, de créer des opportunités quand on va jouer notre tour de jeu pour les autres joueurs. Fait qu'il faut être très attentif à ce qui va se passer. Parce que justement, les coups des autres joueurs peuvent avoir une influence sur mon coup ou m'ouvrir la possibilité de faire d'autres coups. Fait que pour moi, les parties à 3 joueurs ont été de loin supérieures de celles à seulement 2 joueurs. Et c'est évidemment le parallèle à faire si on passe du côté des côtés plus négatifs du jeu. J'ai trouvé qu'à 2 joueurs, ça manquait d'opportunisme qui se créait pendant la partie. Fait que c'est tombé un petit peu plus flat mes parties à 2 joueurs. On a aussi le fait que dans une partie, on a lancé plein de résultats qui étaient très petits, fait que ça générait pas beaucoup de pièces, puis on pouvait pas, ça bloquait quand même certaines possibilités, fait qu'on a moins explosé dans nos actions puis dans nos combos. Fait qu'évidemment, plus on est de joueurs, moins il y a de chances que ça arrive, fait qu'on lance plus de dés, donc il y a quand même une probabilité que ce soit un peu plus équilibré à ce moment-là. Fait que pour moi, des parties à 3-4 joueurs, je pense que c'est plus intéressant que des parties à 2 joueurs pour le Château Blanc. Côté matériel, je trouve que les meeples, c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas de la même largeur que les emplacements du plateau. Ça a l'air niaiseux comme côté négatif, mais souvent, on les place ou on les pousse un sur les autres pendant la partie, puis là, finalement, ils sont plus alignés sur les cases. Fait que là, on pense qu'on a une case de plus de libérée, mais c'est pas le cas, c'est parce qu'on vient de coller nos meeples. Fait que j'aurais aimé que les cases soient la même largeur que les meeples pour éviter cette confusion-là qui peut quand même arriver souvent. Pour un jeu très court aussi, on a un certain temps de mise en place à faire parce qu'on a quand même plusieurs trucs variables à placer, plusieurs decks de cartes à mélanger, à placer, les jetons de dés à distribuer sur les différents emplacements d'action, les trucs à placer sur notre plateau personnel. Fait qu'on a quand même plusieurs étapes de mise en place avant de pouvoir se lancer dans une partie. Donc c'est un tout petit héritage. C'est le genre de jeu qui me fait penser au premier Marco Polo. C'est le genre de jeu que tu finis la dernière manche puis t'es comme ok, c'était l'avant-dernière, on en joue une dernière parce que je suis prêt, j'ai des gros combos qui s'ouvrent, puis non, c'est fini, la partie est finie, ça dure seulement 3 manches. Donc des fois on va avoir cette sensation là que on voudrait une manche de plus pour pouvoir continuer les choses qu'on a construites. Hey, j'ai réussi à libérer une rangée de meeples au complet, mais j'ai jamais réussi à les mettre un dé pour activer toutes ces rangées-là, faire plein de ressources. Mais bon, j'ai pas réussi à le faire parce que la partie est finie. Donc des fois, on va avoir ce petit sentiment-là que une petite manche de plus ou un petit dé de plus à chaque manche, on dirait, ça nous donnerait l'opportunité de faire exploser un petit peu plus la machine. Mais je pense que ça se veut aussi voulu dans ce type de jeu-là pour avoir des choix très déchirants dans nos décisions pour optimiser tout ça là, en seulement 9 actions principales. Somme toute, le Château Blanc, c'est un jeu que j'ai très bien aimé, surtout dans les parties à 3 et 4 joueurs. Je vais lui donner une note de B+. C'est un très bon jeu euro. Un très bon jeu euro qui est le fun aussi parce qu'il est court, donc ça fait changement. Puis les gens, justement, qui des fois aiment moins les jeux d'1h30, 2 heures, ben pourraient se tourner vers un jeu comme ça. Un jeu qui va être plus dans le 40-60 minutes maximum et qui va justement lui donner quand même l'impression ou le sentiment plutôt accompli d'avoir joué un jeu de gestion un peu plus corsé où on a réussi à faire des choix déchirants, des petits combos puis optimiser nos affaires pour marquer des points. Fait qu'on va aller chercher quand même tout ce sentiment-là d'accomplissement, mais dans une expérience qui va durer un 40-45 minutes. Fait que c'est quand même étonnant comme jeu. Fait que ça peut vraiment plaire à des gens justement qui vont moins triper sur des jeux qui sont peut-être très longs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels qui vous donnent aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner.